j'aimerais bien là que tous les deux, nos deux prédécesseurs, vos deux prédécesseurs sur la question que vous souleviez qui est essentielle et qui est une chose est l'acceptation, j'allais dire quand on voit finalement quand on se voit soulagé directement, mais une autre chose est de pouvoir finalement peut-être vivre la contrainte avant et avant le soulagement. Chez vous, chez toi Lionel et chez toi Johanna, comment ça cette sensibilité à l'utilisation justement de dispositifs avant problème, si on peut dire, comment ça s'est posé et comment ça se vit, je dirais moins de votre point de vue perso que du point de vue, encore une fois, de l'entreprise et des opérateurs. Johanna, tu dirais quoi, toi, et puis Lionel après, sur cette question de la prise en compte de la prévention? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dans votre scope ou pas encore trop ou... Nous, il y a un débat incessant sur ce que devient l'exosquelette en interne, comment on l'appelle, si c'est un EPI, si c'est pas un EPI, est-ce qu'on le rend obligatoire, est-ce qu'on le rend pas obligatoire. Ça, je pense que c'est une question à laquelle personne n'a la réponse. Enfin, c'est un choix d'entreprise après. Enfin, nous, on refuse de porter des décisions. On préconise juste qu'il reste optionnel et au choix de l'agent, comme outil de prévention et surtout pas comme un EPI. Après, c'est nous la culture à la prévention, elle existe. Mais après, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est comme tout, ça reste du changement. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on fait pas de sujet curatif avec les NTAP. On fait que du préventif. Après, pour moi, ça existe, oui, mais ça s'entretient aussi. Enfin, c'est un combat du quotidien. Enfin. Mais oui, ce qui est bien nos combats. Lionel, merci, Jeanne. Lionel, pour toi. En fait, nous, alors, dès qu'on a parlé d'exosquelette à la SNCF, les médecins tout de suite m'ont dit, est-ce que ça ne permettrait pas justement de maintenir dans l'emploi des personnes à restriction ou de permettre à certaines personnes de retrouver un poste et leur poste. En fait, on n'a pas la réponse à cette question. Ça reste du cas par cas. C'est une discussion avec le médecin, avec l'agent, avec le hiérarchique, avec les collègues. Il y a vraiment tout un travail qui doit se faire. C'est pas simple. Et en fait, ça pose beaucoup de questions. Donc, un peu comme Johanna, c'est des questions qui sont là. Nous, effectivement, les exos, on les propose à la fois en prévention et en curatif. Simplement, si c'est curatif, il faut impérativement l'avis du médecin du travail, c'est un incontournable. Et après, c'est toujours pareil. Il faut toujours faire le lien entre la contrainte, la problématique, et ce que ça peut potentiellement apporter et les problèmes que ça peut aussi causer derrière. Il faut anticiper le plus possible parce que si on l'anticipe pas, ça marchera pas. Nous, on l'a mis sur justement, Lionel, là-dedans, vous, on voit bien, si je peux me permettre, vous comme expert, c'est clair que le choix entre les deux, finalement, qui est l'analyse, finalement, bénéfice-contrainte est clair, mais est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, dans le management opérationnel des équipes, là, des gens qui vont, des opérateurs qui vont avoir, est-ce que le problème arrive déjà à se poser comme ça ou pas trop? Comment ça, ma question elle est sur le mûrissement, en fait. Est-ce que la maturité vient et comment elle vient? La maturité, elle vient au fil de l'eau. En fait, il faut toujours déjà un manager qui soit sensible à cette techno ou à ces technos et qui puisse faire une promotion de ça et être vigilant à ce que ce soit pas forcément détourné. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans une équipe, s'il y a quelqu'un effectivement qui utilise un exosquelette qui sert un peu aussi de vitrine, qui peut être le référent ou pas d'ailleurs, mais ça aide. C'est aussi montrer, Johanna a montré le EasyBot, le Kobo EasyBot de ponçage. C'est pareil. Nous, dans un établissement, on avait un agent qui était champion du monde de l'utilisation de ce truc-là et qui voyait tout à fait les bénéfices pour lui. Quelque part, le fait de montrer que lui il l'utilisait, les autres sont commencé à l'utiliser. Le jour où cette personne a quitté l'entreprise et que le manager a changé, puis le manager était un peu moins fan de ce type de solution, c'est un peu tombé de côté. Donc c'est pour ça c'est un accompagnement qui doit prendre un certain temps. Et en fait, ce certain temps, pour l'instant, je dis qu'on n'est pas capable de déterminer ce temps où on dit stop, il n'y a plus besoin d'accompagner, ça fonctionne. Le travail est en perpétuelle évolution et le manager, comme des gens fonctionnels comme nous, on doit continuer à accompagner, prêcher la bonne parole, etc. si on veut que les choses s'inscrivent dans le temps. La ceinture de sécurité à l'arrière dans une voiture, ça a pris une génération. Pour les exosquelettes, ça va prendre un certain temps. Il faut accepter ça et il faut jouer du jeu de le faire. D'où chacun l'importance que vous mettez sur la question de l'accompagnement personnel, de l'écoute, j'allais dire y compris près de la machine à café comme le disait Johanna tout à l'heure. Alors merci à vous.